Le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, le coût des matériaux de construction toujours à la hausse. Alors quand vous faites construire une maison et que la note augmente d'un coup de près de 30 000 €, ça fait mal. Témoignage dans ce journal. Du neuf pour les homosexuels qui veulent donner leur sang, le délai d'abstinence sexuelle passera de 12 à 4 mois. C'est une avancée, mais elle est loin d'être satisfaisante pour les premiers concernés. On en parle avec Laurent Henrard. Pas de discours du trône pour la reine Elisabeth. C'est son fils Charles qui l'a remplacé ce midi au Parlement. L'état de santé de la reine qui inquiète les Britanniques. Anaïs Cordoba nous attend à Londres. Une inflation hors de contrôle, un pays en défaut de paiement. Le Sri Lanka traverse une crise économique sans précédent et la population manifeste sa colère de plus en plus violemment. Faire du sport quand on est malade, c'est un vrai plus qui est désormais proposé aux enfants hospitalisés au Mont-Légia à Liège, projet soutenu par la Fondation contre le cancer et par Justine Hénin. Bonjour à tous et toutes. Construire une maison, c'est le rêve de beaucoup de Belges, mais pour le moment, ce rêve a un prix, car les matières premières coûtent de plus en plus cher. Alors cela se répercute sur la facture finale. Même si un contrat a été signé il y a plusieurs mois, certains futurs propriétaires doivent ainsi débourser plusieurs millions d'euros en plus, milliers d'euros en plus. Une très mauvaise surprise. Reportage de Pierre Bucrémer et Benjamin Carlier. Le chantier de la future maison de Quentin Dutoit avance à grands pas. Démarré en mars dernier, il devrait pouvoir rentrer d'ici le mois de novembre. Tout cela pour un budget initial de 320 000 € sur le terrain. Mais il y a quelques jours, le futur propriétaire des lieux a reçu un appel avec une très mauvaise surprise. Le prix de la construction a été revu à cause de la crise, sans plus de précision, et que donc le budget était revu à la hausse de 21 000 € hors TVA, plus ou moins, ce qui correspond à 26 000 € finalement pour un particulier comme moi en TTC. On tombe un peu de notre chaise quand on nous apprend ça, évidemment. Et c'est loin d'être le seul dans le cas. Plusieurs futurs propriétaires de maisons ont reçu le même genre d'appel pour des sommes très importantes. Pour le constructeur Thomas Épiron, tout cela était inscrit noir sur blanc lors de la signature du contrat, même si depuis la création de l'entreprise, il n'avait encore jamais dû l'appliquer. Nos contrats prévoient qu'en cas de force majeure, on peut avoir une conversation avec nos clients. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait de gaieté de cœur. L'entreprise Thomas Épiron, depuis 45 ans, a toujours pratiqué la fixité des prix. Mais là, on est face à des situations qui deviennent intenables. Et sur certains dossiers, on se doit de rappeler les clients et d'avoir des conversations avec eux. Donc oui, c'est vrai, on doit faire ça. Pour Quentin Dutoit, ces 26 000 € représentent une augmentation de 8% du coût de ses travaux. Mais il sait déjà que sa banque ne le suivra pas et qu'il doit quitter sa précédente maison qu'il a vendue pour le mois de septembre. Aujourd'hui, quand je vois ça, j'ai envie de pleurer presque parce que on ne sait pas quoi faire. On a le stress d'un bébé qui arrive. C'est un contexte général, mais on est dans une situation qui est catastrophique aujourd'hui. C'est le cauchemar. Voilà, c'est le cauchemar. L'entreprise de construction reprendra contact dans les prochains jours avec tous les futurs propriétaires concernés. Des discussions s'engageront alors pour essayer de trouver des solutions avec chaque client et éviter que certains chantiers ne doivent s'arrêter. Un dossier qui évolue. Jusqu'ici, les homosexuels ne pouvaient donner leur sang qu'après 12 mois d'abstinence. La commission santé du Parlement fédéral vient de réduire ce délai à 4 mois. Laurent Henrard, c'est loin, cela dit, d'être satisfaisant pour les associations LGBTQ+. Ah oui, car les associations se battent depuis longtemps et réclament la suppression pure et simple de cette période d'abstinence. Ce n'est donc pas encore le cas, même s'il y a une évolution. Avant 2017, les homosexuels ne pouvaient pas donner leur sang. Depuis 2017, les homosexuels peuvent donner leur sang, à condition de respecter une période d'abstinence de 12 mois. Et suite au vote intervenu ce matin en commission santé, ici derrière moi, à la Chambre des représentants, eh bien, les homosexuels pourront donner leur sang à partir de juillet 2023, à condition de respecter une période d'abstinence de 4 mois, autrement dit 8 mois de moins qu'à l'heure actuelle. Ce n'est pas assez pour les associations qui se battent au quotidien pour les droits des homosexuels, car elles pointent 2 éléments importants, notamment ce qui se passe dans les pays à l'étranger, tels que la France, l'Espagne, le Portugal ou encore le Royaume-Uni, qui ont abandonné tout ce type de critères. Et puis, deuxième élément, c'est aussi les avis scientifiques qui sont favorables au don de sang des homosexuels. Je vous propose d'écouter à ce sujet un des représentants que je viens tout juste de rencontrer. Ça va à l'encontre de toute logique. On voit que l'ensemble
des pays européens bougent énormément en ce moment. La France l'a annoncé, tout le monde le sait, le Royaume-Uni l'a fait il y a un an. Les Pays-Bas en septembre dernier, la Grèce, le Chypre, le Canada, tous ces pays viennent de lever l'exclusion par rapport à cette catégorie de personnes. Et en Belgique, on tergiverse et on propose un délai de 4 mois, ce qui revient à toujours exclure, puisque qui va se priver de relations sexuelles pendant 4 mois afin de pouvoir donner son sang. Voilà pour cette première réaction suite à ce vote en commission santé. Merci Laurent Rare. Mauvaise période pour les allergiques. La floraison des bouleaux se termine, mais celle du chêne, du platane débute. Et pour ceux que cela concerne, eh bien, on n'a pas encore dépassé, c'est vrai, le seuil critique, mais on s'en rapproche. On va sortir les mouchoirs tout de suite avec Camille de Decker, Cédric Amiette et Éric Bévert. C'est la saison que redoute Pamela, l'arrivée des pollens et des graminées. Ça se manifeste par la gorge qui gratouille, les yeux qui pleurent, le nez qui coule à flot. C'est vraiment un enfer en fait cette période. Et il y a le beau jour qui est là, le soleil, tout le monde apprécie, sauf moi. Pour calculer la concentration de graminées dans l'air, on table sur 5 capteurs comme celui-ci installé sur le toit de l'Institut Sciano. Alors c'est un capteur de pollen qui aspire l'air par cette petite ouverture, comme un poumon humain. Et les particules qui sont présentes dans l'air sont piégées sur une bande vaselinée qui va être montée et analysée par nos experts au microscope optique. Les grains de pollen sont comptés manuellement. Le seuil d'alerte est de 50 grains par mètre cube d'air. Dimanche, on était à 30. Quels conseils donner dès lors aux personnes allergiques à part consulter leur médecin ? Éviter l'activité physique lorsque les concentrations en pollen extérieur sont élevées. Se laver les cheveux pour éviter de ramener du pollen à l'intérieur dans la literie. Laver notre literie régulièrement pour se débarrasser du pollen qu'on aurait ramené. Porter des lunettes, porter un masque, se laver le nez au sérum physiologique régulièrement, ne pas sécher son linge à l'extérieur. Il est aussi conseillé de tondre sa pelouse ou plutôt de demander à quelqu'un de le faire. Pamela, elle, a une autre solution. Contrairement à la plupart des gens, j'ai plutôt tendance à me dire qu'il faut de la pluie pour calmer. En tout cas, quand il pleut, c'est le moment que j'apprécie le plus parce que c'est le moment où je peux enfin respirer. L'eau, c'est effectivement une alliée des allergiques. D'ailleurs, les concentrations de pollen sont toujours moins fortes au littoral. 75 jours de guerre en Ukraine et toujours la même désolation sur le terrain. Les combats s'intensifient d'ailleurs dans l'est et le sud du pays. La ville d'Odessa est notamment visée. Il y aurait eu 7 frappes en quelques heures. Elles ont fait au moins un mort et 5 blessés. Odessa, où le président du Conseil européen se trouvait hier, Charles Michel, qui tenait à rappeler que l'Europe est aux côtés des Ukrainiens. Et plus le temps passe, plus les besoins sur le terrain augmentent. La population manque de tout. La solidarité reste donc d'actualité et tous les dons sont utiles. Mais au Palais 11 du Heysel, on voit arriver de moins en moins de ces dons. Le reportage sur place de Anne Pollard et Nathan Gerlache. Cet homme est venu pour faire un don. Il offre un congélateur, mais il sera aujourd'hui un des seuls à se rendre au Palais 11 du Heysel. Depuis le début de la guerre, on récolte ici vivres et matériel à destination de l'Ukraine. Seulement, depuis quelques semaines, les dons se font plus rares. C'est vraiment trop peu. Quand nous comparons ça par rapport au début du mois de mars et au mois d'avril, nous constatons qu'il y a une très forte diminution, non seulement des arrivages, et il ne faut pas oublier non plus que ça fait déjà pratiquement 3 mois que cette guerre est occupée. Tout avait pourtant bien commencé. Plus de 60 camions remplis de dons sont déjà partis de Bruxelles vers l'Ukraine. Mais là-bas, la guerre se poursuit et sur le terrain, les besoins évoluent. Tout ce qu'on a besoin, c'est de la nourriture pour tout petit. Ce sont les petits pots tout prêts avec les légumes, la viande, etc. Et alors aussi pour les personnes âgées, des fortifiants, ce sont des gens qui sont restés dans les caves, qui ont été très très mal nourris. Il faut continuer parce que la guerre n'est pas encore finie et il y a plus en plus de gens qui l'ont besoin parce qu'ils détruisent totalement l'Ukraine. Pour ça, il faut continuer et aider au maximum. Tous les trajets doivent donc être rentabilisés. Cette artiste ukrainienne vient de terminer une tournée de remerciements en Europe. Et avant de reprendre le chemin du retour, impensable pour elle de repartir les mains vides. C'est une étape inattendue dans notre voyage, mais c'est une bonne nouvelle. Nous avons de la place libre dans notre bus. Nous prévoyons donc de le remplir pour le retour vers l'Ukraine, notamment avec de la nourriture pour les enfants.
Place maintenant un voyage de 2 jours pour ces dons encore bien nécessaires et attendus en Ukraine. Ils seront distribués dans les différents hôpitaux du pays. On s'arrête maintenant à Londres avec une grande absente ce midi au Parlement. La reine Elisabeth n'est pas venue lire le traditionnel discours du trône. Elle a cédé sa place au prince Charles pour des questions de santé. En 70 ans de règne, elle n'avait jusqu'ici raté ce rendez-vous que 2 fois. Alors Anaïs Cordoba, j'imagine que l'état de santé de la reine inquiète de plus en plus les Britanniques. Oui, absolument. Et le palais évoque ces problèmes de mobilité récurrents, mais son absence aujourd'hui laisse penser qu'on ne la reverra probablement plus prononcer ce discours au Parlement. Une décision qui a été prise hier soir et qui a certainement peiné Elisabeth II et qui inquiète les Britanniques, car durant tout son règne, vous l'avez dit, elle a toujours assisté à cet événement, sauf en 1959 et 1963, lors de ses grossesses. C'est donc son fils, le prince Charles, qui l'a remplacé, qui a lu ce discours devant le Parlement. La reine avait signé un document pour lui conférer ce pouvoir. C'est la première fois que le prince Charles assure une fonction constitutionnelle aussi importante. Il était accompagné par son épouse Camilla et son fils, le prince William, comme dans une volonté du palais de présenter le nouveau visage de la monarchie. Ce matin, certains journaux britanniques évoquaient les prémices d'une régence. Alors, on n'en est pas encore là, mais c'est certainement un tournant dans le règne d'Elisabeth II et ça laisse entrevoir que le prince Charles pourrait bientôt endosser un rôle central au sein de la monarchie. Merci Anaïs Cordoba en direct de Londres. Il est 13h12, à suivre dans ce journal le portrait du nouveau président. Aux Philippines, c'est le fils de l'ancien dictateur Marcos. Il a obtenu une majorité écrasante. Détenir un document qui fait partie des archives de l'État, voilà qui n'est pas autorisé. On vous explique pourquoi. Le Zapping Ciné du mardi nous emmène au Bhoutan, au Congo, en Pologne, et c'est un voyage qui nous est proposé. Voilà qui termine ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité à l'info de la RTBF. Place à la météo avec Stéphane Piedboeuf et puis à l'émission Affaires conclues. Bel après-midi à vous et à demain.